Bonjour et bienvenue à ce 8e épisode de la saison 2 des Renards du Soccer. Comme d'habitude, je suis rejoint par mon partenaire de toujours, Mathieu Lemay. Ça va aujourd'hui? Salut Adi, content de te retrouver à nouveau pour une nouvelle Ouais, émission. toujours content de faire les Renards. Comme d'habitude, je pense que vous avez retenu la formule. Comme d'habitude, on commence notre épisode par la track de la semaine. Et cette fois-ci, on a décidé de vraiment glorifier un peu cette MLS-là et la progression de la MLS en choisissant deux équipes reconnues pour leur centre de formation, reconnues pour leur académie, reconnues pour mettre leurs jeunes à l'avant. Et c'est le match entre le Real Salt Lake de Salt Lake City face au FC Dallas. Et ce match-là, c'est entre deux équipes, comme on l'a dit, extrêmement basées sur leur académie. Les joueurs sont formés au club, sont reconnus pour ça. Le score a fini 4-2 pour Dallas à Salt Lake City, qui est quand même un très bon résultat. On se rappelle que Salt Lake City, c'est cette équipe-là qui avait éliminé LAFC, donc Los Angeles FC, l'année passée des playoffs. Et on va revenir un peu sur ce match-là. Toi, t'as pensé quoi de ce match-là, Mathieu? Mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'était un match où beaucoup de jeunes issus des académies étaient dans la formation partante dans dans les deux clubs. Donc, ça donnait, je pense, une belle illustration de ce que un des aspects de la MLS X.0, pour citer Mathias Vanal, parce qu'il est venu à notre émission il y a quelques semaines. C'était un des aspects, c'est oui, il y a le recrutement de joueurs de 25 à 26 ans à l'extérieur de la Ligue, mais il y a les joueurs issus des académies. On a déjà parlé du fait que le FC Dallas, notamment, c'est une des meilleures équipes formées, dont on va dire le plan sportif fonctionne avec en majorité des joueurs issus de l'académie. On se souviendra que pendant peut-être 4 ou 5 ans, Oscar Pereira a bâti son équipe à Dallas à partir de joueurs qu'il avait lui-même entraîné à l'académie, donc il le connaissait bien. Là, quand il a quitté pour aller au Mexique, son successeur, Luchi Gonzalez, il venait exactement il était issu lui aussi de la formation. Exactement. Et là, c'est tous les nouveaux qui sont arrivés, Ouais. parce qu'on a vendu pas mal ou échangé pas mal de joueurs de la formation de Dallas. Exactement. Mais pourtant, on a l'impression que ça n'a pas paru tant que ça. C'est vrai qu'il y a certains des jeunes dans la formation, on va y revenir, qui avaient joué très peu de minutes lors des saisons antérieures. Là, cette fois, on les a mis dans le bain. On leur a donné un rôle plus important. Et l'un d'entre eux s'est signalé dans cette victoire du FC Dallas, Paxton Pomykal, qui a marqué un doublé. C'était ses 2 premiers buts en MLS pour lui. C'est donc une première pour un jeune homme qui est également international américain avec les U20. Donc, c'est un jeune très prometteur. Pour revenir au match, maintenant, on va revenir au match proprement dit. Le Real Salt Lake, j'ai aimé le fait qu'ils se sont battus malgré le fait que Damir Kreilach a eu un carton rouge à la 17e minute. Ils se sont battus quand même. Ils ont pas lâché. Ils ont pas refusé le jeu. Oui. Il faut avouer aussi que le carton rouge est amplement mérité parce que quand tu vois un joueur qui vient et qui met sa tête en opposition pour toucher le front du joueur adverse, même si le contact est léger, et oui, Gruezo va vraiment rajouter et faire des manières, oui, on le voit, mais dans tous les cas, même s'il n'avait pas fait ça, il aurait eu un carton rouge. Donc, c'est Le pas geste est antisportif quand même. C'est pas parce que Gruezo a joué la comédie que Kreilach a eu le carton rouge, non. C'est le geste de Kreilach qui le condamne. Et d'ailleurs, Gruezo, la victime, c'est celui qui avait ouvert le score, mais dès la première minute, on se disait à ce moment-là que le ton du match était peut-être donné, d'où le pointage élevé à la fin du match. Mais je trouve que le Real Salt Lake, d'abord, il faut le souligner, c'est un 3e match de suite avec un carton rouge. 3 matchs de suite. Bon, vous savez, on a beaucoup parlé que l'impact était ciblé par les arbitres dans les saisons précédentes. Là, le Real Salt Lake, je ne sais pas, Mike Petke qui a l'habitude d'être un entraîneur qui peut être assez bouillant. Qu'est-ce qu'il doit se dire en ce moment avec un 3e match consécutif avec un carton rouge? Et d'ailleurs, ça a été 3 défaites. Alors, ils se sont battus, mais tu ne peux pas te tirer dans le pied comme ça. Surtout à la 17e minute. C'est là-dessus que c'est dommage parce qu'à 11 contre 11, le match aurait pu prendre une autre tournure. Mais il faut donner du crédit au FC Dallas parce qu'à chaque fois que le Real Salt Lake revenait au score, ils sont parvenus à faire 1-1 après que Gruezo avait ouvert à la première minute. Ils avaient un joueur en moins, mais ils sont revenus à 1-1. Mais 1 minute plus tard, Pomykal avait ouvert son compteur. Donc, Dallas répliquait tout de suite. Et quand le Real Salt Lake avait réduit l'écart à 3-2 après le 2e but de Pomykal, Jesus Ferreira, un autre jeune, a marqué 3 minutes plus tard. Et c'était 4-2, et là, on pouvait dire que
La messe était dite. La messe était dite, Et effectivement. c'est pour ça que c'est dommage, parce que oui, le Real Salt Lake n'a pas refusé le jeu, mais en quelque part, quand tu es réduit à 10 joueurs et face à une bonne formation en face, C'est assez qui avait difficile. du répondant, et ça, c'est la qualité de Dallas dans ce match-là, ça finit par te rattraper. Et je pense que là, le Real Salt Lake était une des équipes surprises l'an dernier. S'ils veulent vraiment être encore dans l'Ouest parmi les équipes qui aspirent à revenir en série, Ouais, il va exactement. falloir être un peu plus discipliné si on veut se reprendre. Alors que dans le cas de Dallas, une 3e victoire, ils ont un bon début de saison. Exactement. Et puis, on voit, tu as parlé un peu de Dallas, les joueurs qu'ils ont perdus. On parle de cadre de l'équipe. C'est pas juste des joueurs de rotation qu'ils ont envoyés. Ils ont envoyé Victor Ulloa, qui était titulaire l'année passée. ouais. Roland Ils Lama ont à envoyé Roland Cincinnati. Lama. Ils ont envoyé Max Urruti. Ils ont envoyé... En tout cas, ils ont Mauro envoyé Diaz des qui est joueurs. parti. Mauro Diaz qui est parti en milieu d'année. En tout cas, donc, tous ces joueurs-là sont partis et ils ont essayé de se renouveler. En fait, c'est comme si Luchi Gonzalez, quand il est venu, c'est lui aussi venait de l'académie, comme tu l'as dit, il est venu, il a ramené son équipe à lui. Donc, il s'est débarrassé de l'équipe de son prédécesseur, puis il a ramené son équipe à lui, en gardant, bien évidemment, certains vétérans à droite et à gauche. On parle de Reto Ziegler, on parle de Mais ça Matt reste dans la Hedges, continuité ainsi de du suite. plan sportif de Dallas. Et les Exactement. propriétaires, les frères Hunt, ils sont ravis, eux, parce qu'ils ne dépensent pas énormément d'argent. Ils dépensent en juste salaire pas de d'argent. l'effectif. Ils dépensent juste pas. Mais il y aurait les moyens, mais Ils veulent pas. mais, ouais, mais ça fait rien. Ils aiment je pense que le plan sportif est bien vendu à Dallas. Au moins, il Oui, fonctionne. je pense que... Pour je l'instant, pense il que- fonctionne bien. Je pense que Dallas, si jamais ils mettaient un tout petit peu plus d'argent sur leurs joueurs désignés, parce que leurs joueurs désignés ne dépassent même pas le million, je pense. Quand nous, on voit qu'à l'Impact de Montréal, Piatti est presque à 6 millions, je pense que les joueurs désignés à Dallas ne dépassent même pas $1 million. Donc bref, je Mais au pense moins, il y que- a un plan sportif à Dallas, à Montréal. On a hâte de En voir tout celui qui s'en cas, vient. mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que si Dallas, si les propriétaires mettaient un peu plus d'argent, Dallas serait vraiment une puissance. Mais ils sont déjà une puissance, mais ils seraient encore Il serait peut-être une coche effectivement, au-dessus. ouais, c'est Une vrai. coche au-dessus. Pour revenir sur le Real Salt Lake, il ne faut pas oublier que Real Salt Lake aussi, c'est une équipe avec un centre de formation extrêmement important, de très, très bons joueurs qui sont là du centre de formation, dont, bien évidemment, Savarino, qui a marqué le but égalisateur à 1-1. Excellent joueur aussi. Bref, donc c'est intéressant de voir ces deux équipes-là qui font partie. Pour moi, ces deux équipes-là ont le meilleur centre d'entraînement à MLS avec les New York Red Bulls. Donc, c'est ces trois-là qui sont très bons. On parle souvent de Sporting Kansas City, mais pour moi, ils sont encore une coche en dessous par rapport à ces trois équipes-là qui n'ont pas peur de venir et de jouer avec ces joueurs-là à chaque semaine. On pense au défenseur Glad du Real Salt Lake qui, je pense, a maintenant 22 ans. Il a au-dessus de 100 matchs en MLS. À 22 ans, c'est un joueur formé au club. C'est magnifique. C'est magnifique de voir ça parce que, comme tu l'as dit, c'est la progression de la MLS. C'est là où on va arriver. On va arriver avec des joueurs de chez nous, essayant comme stars, que des stars soient des joueurs de chez nous et non pas des joueurs en pré-retraite. Et c'est ce qu'on ne veut plus voir. Oui, en ben, MLS. d'autant plus qu'un des avantages du centre de formation, c'est qu'il peut y avoir des joueurs qui sont étrangers, mais qui viennent au centre de formation Exactement. et qui ne sont pas considérés comme des joueurs internationaux à cause de ça, parce qu'ils Parce viennent de qu'ils ton viennent jeunes. académie. Ils Et viennent ils viennent jeunes. jeunes. Exactement. Et ils sont donc considérés dans le langage des home ground, donc des joueurs formés au club. Donc, ils ne comptent pas comme joueurs internationaux. Exactement. Et c'est un avantage de les avoir parce qu'ils sont développés au sein, effectivement, de ton académie. Mais Ils sont adaptés aussi. si le plan sportif permet de bien les intégrer, c'est du tout bénéfique pour ces Exactement. Mais équipes-là. regarde, c'est comme quand tu engages quelqu'un et tu recrutes quelqu'un d'Amérique latine. Et tu as toujours peur. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à la MLS? Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter aux États-Unis ou bien au Canada, dépendamment? Et tu as toujours peur de ça. Tandis que quand il arrive à 15-16 ans, ça fait 2-3 ans qu'il est là, il parle déjà bien la langue, il est bien assimilé, il est bien intégré. Bref, PAC, ça commence, c'est fini. C'est Ouais, comme un joueur du pays. il apprend l'identité de jeu de l'équipe. Il apprend aussi. tout Voilà, ça il dès le apprend début ça. et il apprend la façon de fonctionner de la MLS à un très jeune âge. Donc oui, c'est normal que la homegrown rule à ce moment-là s'applique sur ces joueurs-là. Donc, on parle de Ferreira qui a marqué le 4e but. Excellent joueur. Le CM de Dallas Mais en lui aussi, français, comme Pomacal, avait joué peu de minutes dans les saisons précédentes. Donc, on je les a pense bien même amenés. pas de minutes Ouais. dans les saisons, je ne me rappelle plus là, mais je pense, ou quelques petites minutes, une ou deux minutes quelque part. En tout cas, très très bon joueur colombien, homegrown par contre. En tout cas, c'est très excitant à voir ces deux équipes-là. C'est ça qui va clore notre premier segment, la track de la semaine. Donc, on va prendre quelques petits instants, on va revenir avec le sujet qui fait mal, le prochain sujet.
Nous sommes maintenant rendus à notre deuxième segment de l'émission, le renard bleu. Un renard bleu qui voit rouge puisque l'Impact a eu une cuisante défaite contre le Sporting Kansas City de 7-1. C'est une des pires défaites de l'histoire de la MLS et la pire défaite de l'histoire du club du 11 montréalais. Écoute, Adi, on a eu l'occasion d'en parler longuement sur les ondes de Média Maghreb mardi soir. On a vraiment vidé notre sac. Bon, on est resté rationnel, mais on était remonté comme des coucous un peu, c'était normal. Parce que, bon, hein, un résultat comme ça laisse des traces. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus pour... ça fait le buzz, peut-être pas pour les bonnes raisons, une défaite comme ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus à dire sur cette contre-performance? Ben écoute, en premier, commençons par juste récapituler un peu ce qu'on a dit hier sur les ondes de Média Maghreb. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Hier, mardi, on a parlé de ça. J'aimerais juste récapituler au cas où quelqu'un ne nous a pas écoutés ou quoi que ce soit. J'avais dit en premier que c'était inacceptable. Inacceptable, cette défaite-là, à tous les niveaux. Et on a beau pointer du doigt certains joueurs. Je sais que beaucoup pointent Cabrera, beaucoup pointent Camacho. Pour moi, Cabrera, c'est peut-être son pire match depuis qu'il a rejoint l'Impact de Montréal depuis 2015. Et il en a eu des mauvais avant. Pour moi, c'est un des pires. N'empêche, je ne vais pas le pointer du doigt à lui. Je ne vais pas pointer Camacho. Oui, il a fait des erreurs, mais comme tout le monde, il n'y a personne qui a été bon hier. Safir Taider a marqué un but, oui, Sofiane, on le sait. Par contre, il n'a pas été bon non plus. Il n'y a personne qui a sorti son épingle du jeu et c'est ça qui est très dommageable. Et pour moi, malheureusement, j'ai toujours défendu ce gars-là, mais pour moi, le problème, c'est Rémi Garde. Pour ce match-là, le gros fautif dans ce match, c'est Rémi Garde. Tactiquement, l'Impact de Montréal n'était juste pas là. Techniquement, l'Impact de Montréal n'était pas au niveau. Donc, qui s'occupe de tout ça? C'est le staff technique chapeauté par Rémi Garde. Donc pour moi, Rémi Garde est entièrement fautif. C'est dommage. J'ai encore confiance en lui. Et ça arrive qu'il y ait une contre-performance. Mais quand il est mauvais, il faut dire qu'il est mauvais. Et dans ce cas-là, il a été complètement dépassé. Chapeau bas à Peter Vermes, qui a su lire exactement ce que Rémi Garde a essayé de faire et sûrement fait des ajustements à droite et à gauche. Je ne pense pas qu'il a eu beaucoup d'ajustements à faire parce que je pense que Rémi Garde l'a juste mal lu, a mal lu la tactique de Peter Vermes et ça a fait ce carnage-là de 7-1. Puis après, bon, il y a les erreurs individuelles à droite et à gauche. Le premier but sur une mauvaise relance d'Evan Bush, le 5e ou le 6e où Cabrera veut essayer de dribbler deux attaquants. Je sais pas, il a une crampe au cerveau, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Là. Cabrera voulait se prendre pour Neymar. Ouais, j'ai aucune idée. En tout cas, bref, tout ça pour revenir que malheureusement, je pense que Rémi Garde est le premier fautif sur ce match-là. C'est drôle parce que durant la mi-temps, moi, ce que j'avais remarqué dès le début, vous savez, quand on avait parlé du match à San Jose, je disais à un moment, le bloc était un peu trop bas. Ben, là, c'est le contraire. Le bloc était trop haut. C'est là où le bloc doit être bas. On joue contre l'une des meilleures équipes de la MLS. C'est normal qu'on joue en contre-attaque. C'est normal qu'on joue bas. C'est normal qu'on ait 25% de possession. C'est normal. On s'attendait à ça. On a deux de nos meilleurs joueurs qui ne sont pas là. C'est normal. Je m'y attendais à ce qu'on joue comme ça. Pourquoi on a essayé de jouer comme si on était le Paris Saint-Germain? Pourquoi on a joué comme ça? Pourquoi on a essayé de jouer avec deux latéraux presque ailiers, avec Lovitz et Sagna, qui étaient presque des ailiers? On se retrouvait sur les 3 premiers buts avant la mi-temps. C'était Camacho et Cabrera en défense. Et il y avait 3 attaquants qui fonçaient vers eux. Mais c'est pas normal. On joue contre une des meilleures équipes de la MLS. Bref, tout ça pour revenir, à la mi-temps, Rémi Garde est venu et a dit le bloc était trop haut. Il faut ajuster ça. On voit en seconde mi-temps, il n'y a rien qui est ajusté. Donc c'est soit les joueurs sont tous cons, tous. Soit Rémi Garde n'a pas su faire passer son message, soit il n'a pas su comment le faire passer, soit il a fait passer le mauvais message. Bref, je sais que tu as une théorie là-dessus et je vais te laisser aller. Je veux juste spécifier que Rémi Garde a montré de l'humilité quand même dans son après-match. Il ne s'est pas défilé au moins là-dessus.
J'espère bien. Et c'est tout à son honneur. Et c'est pour ça que je respecte ce gars-là. Ça va pas être quelqu'un qui va dire non, c'est pas ma faute. Il va le dire quand Non, c'est il sa va le faute. dire, là, Et effectivement, c'est- il est au courant que c'est sa faute. Contrairement à certains qui pensent que c'est un accident, mais là, on nommera pas personne. Mais moi, je veux revenir sur un point. Bon, moi, dans sa grande sagesse, mon grand-oncle m'avait dit un jour, tu constates la folie dans le poulailler quand tu vois qu'il y a des dégâts omelettes ardeux. Hein? Ben, l'impact, c'était ça. Certains ont eu l'impression de regarder un remake de Piranha 3D. Parce que on avait l'impression que le Sporting était des piranhas en chasse et il n'y avait aucune chance pour l'adversaire. Juste la pression des joueurs du Sporting qui attaquaient les joueurs de l'Impact dans le dos, on ne les laissait même pas respirer. C'était incroyable. Quand tu disais qu'effectivement, la tactique de Vermes a bien marché parce qu'ils n'ont pas gagné par la possession, mais la reconversion rapide à tout acabit. Ouais. 6 des 7 buts du Sporting, c'est de la reconversion rapide. Ben oui. Déjà, la mauvaise relance de Bush, puis ça, tu l'as dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Sauf que moi, j'aimerais. Ça ne me tente pas de hiérarchiser la faute. Parce que, je vais m'expliquer, oui, Rémi Garde a sa part de blâme. Pour moi, sa part de blâme, c'est au niveau de. Lorsqu'il a appris que Harry Novillo avait perdu son passeport, là, en plus, Mathieu Choignard, il avait sur le banc, il était blessé, il ne pouvait pas le faire jouer. Probablement qu'il aurait été dans la formation partante. Tu sais que Piatti n'est pas là, que Diallo n'est pas là parce qu'il est suspendu. Je dirais pas qu'il fallait parier, mais presque. Il aurait dû, selon moi, ne pas s'en tenir à maintenir son 4-3-3. C'est le temps d'expérimenter un peu, de changer un peu la formation, plutôt que d'essayer de boucher les trous en déplaçant un joueur hors de sa position naturelle, comme Safir Taider sur la gauche, par exemple. Moi, c'est là-dessus que ça m'agaçait un peu. Puis même en admettant que tu commences le match comme ça, mais tu vois que ça ne fonctionnait pas, Exactement. change à la mi-temps À un la peu. mi-temps, tu T'as perds rien à perdre. 3-0. Tu perds 3-0. T'as rien à perdre. Tu es sûr que tu ne vas pas remonter 3 Voilà. buts? Enfin, Moi, c'est à là-dessus part que... miracle. Donc joue, amuse-toi. Alors moi, c'est change. là-dessus. Oui, moi, c'est là-dessus. Exploite. Oui, mais moi, c'est là-dessus que Rémi Garde, c'est là qu'il a fait son erreur. Là où, par contre, je vais mettre les joueurs aussi en faute. Ben oui. Il faut que je le Évidemment, dise là. parce que moi, c'est ça qui m'a agacé. Ces gars-là ont tous signé des contrats professionnels MLS. Il y a des joueurs là-dedans qui sont supposés être des tauliers. Evan Bush, ça fait des années qu'il est là. Safir Taider, c'est ton joueur désigné. Il est supposé être un peu un de tes leaders. Samuel Piette avait le brassard de capitaine. Bakary Sagna, son expérience. Mais où ils étaient? T'es où? Où ils étaient pour ramener à l'ordre les joueurs qui couraient sur le terrain, qui jouaient tout seuls? Forcément, le Sporting, ils étaient contents. L'équipe a manqué de solidarité, a manqué de discipline, ils ont manqué d'engagement. Et l'Impact, déjà, qui ne sont pas les plus talentueux, quand tu ne respectes pas ces 3 engagements-là, que Rémi Garde a d'ailleurs mentionné depuis l'an dernier, c'est certain que cette équipe-là allait se faire manger tout cru. Et c'est ça qui est arrivé. Tout le monde a essayé de jouer tout seul. Même Samuel Piette s'est fait prendre avec une passe sur le 7e but. Cabrera, tu as parlé de son dribble, on n'y reviendra pas. Chamet Chaume qui a couru un peu n'importe où, mais c'est un jeune, mais en même temps, bon, ça prouve qu'il n'y avait pas de communication ou il ne suivait pas l'indication sur le premier but. Après la mauvaise relance de Bush de Camacho, il lui a dit « place-toi là », il s'en va dans la même direction que lui. Même chose avec Sagna, ça passe arrière entre les 2 défenseurs centraux quand tu as la pression en plein territoire offensif du Sporting. Je veux dire, vraiment... en quelque part, on ne peut pas blâmer juste la défensive. Le milieu, tout le monde était fautif. Il n'y a personne qui a bien joué hier. Non, il n'y a personne. Enfin, Tous devraient se regarder dans le miroir en disant là, on ne peut pas jouer tout seul. L'Impact n'a pas. Il y a juste Piatti qui peut jouer un peu tout seul. Mais on ne peut pas dire que c'est Il y a parce que personne qui peut Piatti jouer qui tout n'était seul. pas là, donc l'équipe a perdu à cause de ça. Non. Non, rien à voir avec Piatti, Non, là. l'équipe s'est tirée dans le pied tout seul. Elle s'est dissoute d'elle-même. Ouais. Et ça, là-dessus, quand Samuel Piette, après le match, a dit on méritait cette défaite-là et ce résultat-là, ben, c'est qu'au moins, à froid, c'était son seul moment de lucidité. À tout prendre, la seule solidarité que l'Impact aura démontrée dans ce match-là, ben, c'est qu'ils sont restés peut-être en transit à l'aéroport en attendant que Novillo trouve son passeport au lieu de jouer sur le terrain. C'est comme ça que je l'ai vu. Ouais, ils n'étaient pas là, en tout cas. Parce qu'ils n'étaient pas là du tout. J'aimerais par contre... Mais c'est des professionnels. Pour moi, tu n'as pas le droit de se comporter de la sorte. Ouais, effectivement. J'aimerais juste par contre ajouter une dernière chose, juste pour... ça arrive, juste pour clôturer le tout, là, ça arrive des déconvenus comme ça. Tout le monde a loué le jeu de LAFC l'année passée. Je veux juste vous rappeler que LAFC, l'année passée, au mois d'avril et au mois de septembre, ils ont perdu 5-0 et 5-1. Ça ne les a pas empêchés de finir 3e dans la conférence Ouest. Bon,
ils n'ont pas duré dans les playoffs, mais d'être une des équipes les plus excitantes à MLS durant toute l'année. Ils avaient leurs erreurs, mais n'empêche, c'était une bonne équipe, c'était une équipe respectée. Donc, il ne faut pas prendre ça comme c'est fini, l'Impact est nul. J'ai vu des commentaires sur Twitter où tout le monde pense ouais, on est de la merde. Non, on n'est pas de la merde, on a fait un mauvais match. C'est bon, c'est correct. Ouais. On va mettre ça derrière. Par contre, il y a une pression de résultat maintenant. On avait dit avant que on avait eu 2 résultats positifs en 3 matchs avant le match contre Sporting Kansas City. Même si on perd les 3 prochains matchs, on s'est dit c'est un bon voyage à l'étranger. Je suis vraiment désolé. Cette grosse défaite-là, elle change la donne. Il faut sur les 2 prochains matchs du New York City FC et de DC United qu'on ait un résultat positif, soit un match nul, soit une victoire, pour rehausser le moral des troupes. Pour moi, je trouve que c'est extrêmement important d'avoir un bon résultat dans ces 2 prochains matchs. Mais si on veut voir les choses positivement, moi, il y a 2 choses pour conclure le segment. Premièrement, je me rappelle, il y a peut-être de cela 3 ans, New York City FC s'est fait manger tout rond par les Red Bull 7-1. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé le match suivant? Patrick Vieira a gagné 3-2 contre les Red Bull. Exactement. Donc, tu peux même avoir une bonne équipe sur papier et tu peux te faire déclasser par un adversaire en MLS. Ça peut arriver. Pas parce que c'est un accident, mais ça peut arriver. Donc, il y a déjà eu des scores fleuves. Donc, et l'Impact, on s'en rappelle, on a déjà planté Toronto à Montréal. Hein? Exactement. Alors, donc, tout est possible. Et avec les 2 victoires que l'Impact a eues, ce qui est déjà mieux que l'an dernier, il faut qu'il trouve une façon de bâtir positivement. Oui, effectivement. Tout comme Marino Villo, là, maintenant, il doit livrer la marchandise. Parce que quand tu perds ton passeport, tu as Tout le monde le à regarde, livrer là. sur le terrain. Tout le monde va le regarder. C'est fini, là. On a hâte d'entendre. Je sais qu'ils vont entendre. Parce qu'il y a un test de communication aussi pour l'Impact. On nous dit Kevin Gilmore qui a déclaré que c'était un comportement non professionnel. Mais on a hâte de voir la suite de la communication. Parce que quand ça va bien, c'est facile de dire la communication change. Là, j'ai hâte de voir si le changement au sein de l'Impact, si ça va s'améliorer. D'ailleurs, je vais souligner rapidement le contraste. Le Sporting, ça fait 6 ans qu'on connaît la recette. C'est stable, ça fonctionne. Ils ont un plan sportif clair. L'Impact commence peut-être à peine à en construire un depuis qu'on a commencé à changer la structure de direction. Donc, c'est normal qu'il y ait des fantômes du passé, l'absence d'équipe réserve, par exemple, des trucs comme ça qui refont surface qu'on voit dans ce genre de match-là. Mais je vais conclure avec un point positif. On a joué 4 matchs. L'Impact n'a pas encore donné de but sur phase arrêtée, sur coup de pied arrêté. C'était une lacune pendant des années. C'était déjà un mieux. Alors, il y en a au moins un, là. Ça s'est amélioré en fin de saison, mais au moins on continue comme ça. On va le prendre. On va espérer que ça continue comme ça. On va espérer maintenant un meilleur résultat qu'en New York City dans un petit stade étroit non légal, mais bon, ils n'auront pas le choix. Ça va conclure notre segment du Renard Bleu qui voit rouge, mais restez avec nous pour le dernier segment de l'émission. On vous revient en vous le présentant dans quelques secondes. Donc, nous voilà au 3e segment des Renards du Soccer, les à côté du gibier. Puis cette fois-ci, on a décidé de... c'est sûr, il y a quelque chose d'important qui vient juste d'arriver maintenant. C'est le tirage des groupes de la Ligue des Nations en CONCACAF. Et c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que, bien évidemment, notre équipe nationale, notre chère équipe nationale du Canada, s'est qualifiée. On était curieux de savoir comment le tirage allait se passer. Bref, on n'a pas eu accès au tirage en live. On a juste vu les résultats juste après. Et je vous propose déjà de regarder le tableau. On va en discuter juste ensemble. Donc, ça va apparaître tout de suite à l'écran. Donc, si on regarde ce tirage-là, c'est quand même assez intéressant de voir que le Canada a été tiré avec les États-Unis et Cuba. C'est quand même très intéressant de voir ça. Je pense que c'est un gros test déjà pour le Canada. Tu ne penses pas que ça va être difficile pour le Canada? Hein? Bien, d'une certaine manière, dans les groupes de 3, on savait qu'on allait avoir une des 4 grosses puissances de la CONCACAF. Si ce n'était pas les États-Unis, c'était le Mexique. C'était le Costa Rica. Si on avait été chanceux, on aurait peut-être eu le moins pire. Et encore là, on sait que le Canada a eu de la misère des fois contre cette formation. Mais c'est le Honduras. Donc, quoi qu'il arriverait, l'Impact allait se retrouver... le Canada allait se retrouver confronté. Ouais, disons que c'est les à côté du gibier, on se répète sur le cadavre. Je m'excuse pour le lapsus. Mais voilà, le Canada, on savait qu'ils allaient croiser la route justement d'un des favoris. Exactement. Ben c'est juste pour rappeler à notre... on va juste aller rapidement sur les groupes, et après on va parler de la compétition. Mais on a vu dans le groupe A, États-Unis, Canada, Cuba. Dans le groupe B, Mexique, Panama, Bermuda. Les Bermudes, pardon. Oui. Après, vous avez Honduras, Trinité et Tobago, Martinique. Et puis dans le dernier groupe, Costa Rica, Haïti, Curaçao.
Ça fait des formations intéressantes, mais on voit que les forces sont réparties pas mal selon une certaine logique. Si on veut... Bon. Ouais, ben écoute, quand tu y vois, et c'est pour ça que on va revenir maintenant à notre... quand tu vois le Canada qui se retrouve face aux États-Unis, qui est peut-être la plus grande puissance avec le Mexique de cette région-là, puis avec Cuba qui a fini juste devant eux, non, pardon, juste derrière eux dans les qualifications de la Coupe les qualifications de la Ligue des Nations, juste après, qui a quand même donné beaucoup de fil à retordre à Haïti qui a fini premier. Le Canada a fini deuxième, pas juste pour ça qu'ils ne savaient pas. Je trouve que quand même le groupe du Canada est quand même assez relevé. J'aimerais par contre mentionner ça à nos auditeurs, c'est que ce qui se passe dans la Ligue des Nations, pour ceux qui ne sont pas au courant comment ça marche, le premier de chaque groupe se qualifie en demi-finale. Donc il y a 4 groupes. Donc, le premier se qualifie en demi-finale. Puis après, bon, il y a le gagnant qui sera le champion de la Ligue des Nations. Le deuxième, c'est le statu quo. Il reste là pour l'année prochaine. Le dernier de chaque groupe est relégué en Ligue B. Et le premier de Ligue B de chaque groupe est qualifié en Ligue A. Ouais. Même chose pour la Ligue C, parce qu'il y a 3 ligues. Exactement, pour la Ligue C. C'est important de le mentionner. Donc, l'enjeu du groupe du Canada, c'est de battre Cuba pour s'assurer déjà au minimum la deuxième place. Battre Cuba. Mais en même temps, c'est un bon test. Mais la Gold Cup aura lieu avant. Donc, le Canada pourra déjà savoir un peu à quel niveau il se situe. Mais éventuellement, il faut que tu répondes à ce défi-là. On veut que le Canada progresse. Et la Ligue des Nations, justement, elle a été conçue, pas juste ici ou en CONCACAF, on l'a vu en Europe, pour mettre de côté un peu les matchs amicaux et favoriser un peu la compétition et relever un peu les sélections nationales. Donc, si le Canada veut vraiment progresser, là, il ne pourra pas se défiler. Il faut que tu répondes au défi. Et Cuba, il faut que tu arrives à battre cette équipe-là. Mais c'est parce que c'est ironique, parce que la Martinique, eux, ils se disent « Hey, nous, non seulement on s'est qualifiés, mais on est peut-être dans un groupe où on a peut-être une chance de finir deuxième et de ne pas être relégué parce qu'on n'a pas les 3 plus forts. Ouais, c'est le Honduras. Ils sont dans le groupe avec le Honduras. Ouais, donc, ils peuvent se dire ça. Parce que, bon, les favoris, il reste les favoris. Costa Rica, Mexique, les États-Unis, je vois mal comment la première place pourrait leur échapper. Je pense même que le Costa Rica est un peu à oublier. Les meilleurs joueurs du Costa Rica commencent à prendre de l'âge. La nouvelle génération est un peu moins bonne que la génération qui s'était qualifiée. Mais ils ont de la grinta dans des compétitions comme ça. Ils ont de la grinta, mais je pense qu'on a vu la génération dorée, puis là, on est vers la fin. Donc, je ne suis pas très convaincu par le Costa Rica. Je vois bien le Panama de nouveau bien performer, par exemple. Je vois le Honduras qui a de très bons joueurs, dont 3 au Dynamo de Houston, qui sont extraordinaires. Mais le Costa Rica, c'est Haïti qui, je pense, qui est leur adversaire, comme on a vu sur le tableau. Oui, exactement. Mais et Haïti a peut-être une opportunité. Peut flairer une opportunité si on prend ça en option. Parce que ça veut dire que même s'il y a des favoris, je pense qu'il ne faudra pas s'asseoir sur nos lauriers. Rappelons-nous comment le Panama avait éliminé les États-Unis de la qualification de la Coupe du Monde. Tu ne peux pas rien prendre pour acquis. On le voit dans toutes les compétitions. Les favoris ne gagnent pas spécialement la Coupe. Donc, on l'a vu en Coupe du Monde, on l'a vu dans la Ligue des Champions, que ce soit en CONCACAF, que ce soit... on voit la CONCACAF l'année passée, Chivas Guadalajara, qui a gagné face à Toronto. Ils étaient 12e de la Liga MX. Donc, on s'entend que ça veut rien dire un favori. Oui, ça veut rien dire. Mais par contre, j'ai été très impressionné par Haïti. J'ai vu leurs buts. Oui, c'est une belle progression. Vraiment une super belle progression. Ils ont fini premier des qualifications. Personne ne pensait qu'ils arriveraient. Ils avaient le même différentiel que le Canada. Puis ils ont une équipe quand même qui fait du sens avec beaucoup de joueurs un peu partout dans le monde, beaucoup en MLS. C'est quand même drôle. C'est quand même bien. Je suis content pour nos amis haïtiens de les voir ici. Et oui, ils ont une chance. Ils ont une chance. Comme toute équipe a une chance. Comme Cuba a une chance de détrôner le Canada et peut-être prendre les États-Unis aussi par défaut. Ce serait vraiment drôle. Pour le Canada, premièrement, quand on va jouer à la maison, il ne faudra pas sous-estimer l'adversaire, mais il va falloir aller à Cuba chercher un bon résultat là-bas. Je suis curieux de savoir, juste comme ça, juste pour la petite anecdote, Cuba, États-Unis, ça se joue où? À domicile, à l'extérieur? Ouais, là... Sur terrain neutre? Faudrait demander à Donald Trump. ça va être assez drôle. Mais qu'est-ce qui se passe en demi-finale États-Unis-Mexique? Comment on traverse le mur? Non, je plaisante. Mais bon... en tout cas, on va pas rentrer dans la politique. On va pas rentrer dans les... Oui.
Mais on peut conclure du fait que la Gold Cup va donner une idée un peu de certaines tendances parce qu'elle se joue cet été. Alors que la Ligue des Nations, bon, le tirage au sort, on l'a dit, a eu lieu, mais ça ne commence qu'au mois de septembre. Donc, c'est pas très longtemps après. On va déjà être dans le bain après, mais au moins, la Gold Cup pourrait nous donner une idée des forces en présence. Parce que les sélections ne devraient pas changer énormément, à moins qu'il y ait des blessures, évidemment. Mais les sélectionneurs, ils vont avoir des idées. Déjà, la Gold Cup, ils vont mettre leurs idées en tête. On l'a déjà vu avec John Hurtman, avec le Canada. On voit qu'il a déjà une idée. On voit déjà sa base. Oui, Greg Berhalter, on le voit aux États-Unis, même chose. J'étais en train d'écouter l'émission du CanFC dernièrement, la dernière émission du CanFC où ils étaient en train de parler de l'équipe nationale canadienne, puis ils pensaient est-ce que Samuel Piette a sa place ou non dans le 11 de départ, puis beaucoup ont dit que non, et qu'il serait plus sur le banc. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que Samuel Piette sera du 11 partant. Il a été du 11 partant dans les 2 dernières années avec John Herdman, avec Hutchison ou non. Samuel Piette est très important pour John Herdman et je ne pense pas que ça changera de sitôt. Bref, en tout cas, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Hein? Exactement. Donc, ça va être, je pense, assez intéressant. Puis on aura l'occasion d'en reparler. On va sûrement en reparler. On attend le tirage au sort de la Gold Cup qui se passe la semaine prochaine, le 10 avril, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, dans une semaine, on est le 3 aujourd'hui. Imaginez-vous l'été qu'on va avoir. Exactement. Ça va être magnifique. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a la Coupe du monde féminine et j'ai vraiment hâte. Vous savez combien j'aime le football féminin. On va vous en reparler. Et on va sûrement vous en reparler aussi. Bref, donc c'est ça qui va clore notre épisode des Renards du Soccer pour cette semaine. J'aimerais remercier, comme d'habitude, City Vision, David Dixot, qui a encore la patience de nous écouter. À l'aise dans son fauteuil. Puis j'aimerais aussi remercier aussi Culture Soccer de nous héberger sur leur site. Le CanFC pour la version audio, qui est aussi sur la plateforme du CanFC. D'habitude, une semaine plus tard pour vous donner la chance de le voir en vidéo en premier. Et puis, attendez voir beaucoup de surprises cet été. On est très excités. On a beaucoup de projets différents de ce qu'on a déjà fait. On va essayer d'aller dans le nouveau, d'innover un peu. En tout cas, ça va être très excitant. Je pense que tous les trois, là, on a un peu hâte, on trépigne d'impatience. En tout cas, le prochain épisode, il y aura quelque chose, mais on vous en réserve la surprise. On verra bien. Bon, bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés, comme d'habitude. J'espère que vous aimez ça. N'oubliez pas de rentrer sur notre chaîne YouTube, de nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne. Et voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.